Bonsoir et bienvenue dans Inside News. Je suis Georges et nous sommes ce dimanche 5 octobre 2025. Cette semaine, notre édition hebdomadaire se concentre intégralement sur la République démocratique du Congo. Cette nation, de plus de 100 millions d'habitants au cœur de l'Afrique. 7 jours d'actualité intense révèlent un pays aux multiples visages, entre performances macroéconomiques notables et crise sécuritaire qui s'aggrave. Décryptons ensemble cette situation complexe. Commençons par la politique intérieure. Cette semaine a été marquée par des signaux contradictoires. Le vendredi 3 octobre, lors du Conseil des ministres hebdomadaire, le président Félix Tshisekedi a félicité publiquement le gouvernement de Judith Suminwa pour un résultat significatif, la stabilisation du franc congolais. Depuis le 19 septembre, la monnaie nationale s'est appréciée de 9,1%. Ce redressement résulte des efforts coordonnés entre la Banque centrale et le ministère des Finances, notamment par des interventions ciblées sur le marché des changes. Le président a néanmoins recommandé des mesures supplémentaires contre les pratiques spéculatives qui fragilisent encore la devise. Cette réussite monétaire contraste avec des tensions politiques persistantes. La condamnation à mort de l'ex-président Joseph Kabila, prononcée le 30 septembre, continue de diviser la classe politique congolaise. Cette décision judiciaire survient dans un contexte délicat, alors que le pays négocie avec les groupes armés dans l'Est. Par ailleurs, un député de la majorité présidentielle a déposé une proposition de loi controversée visant à mettre fin définitivement à l'intégration des ex-rebelles dans l'armée nationale. Une mesure qui pourrait compliquer sérieusement les négociations de paix en cours. Tournons-nous vers l'économie, secteur où la RDC enregistre des performances qui dépassent les prévisions internationales. Après 15 mois à la tête du ministère des Finances, Doudou Fwamba présente un bilan qui mérite examen détaillé. Premier succès, la maîtrise de l'inflation. À son arrivée en fonction, l'inflation atteignait 22%. Aujourd'hui, elle est revenue à des niveaux acceptables, témoignant d'une gestion monétaire plus rigoureuse. Deuxième performance, la croissance économique. En 2024, la RDC a affiché une croissance de 6,5%, dépassant les prévisions du Fonds monétaire international. Cette performance place le pays parmi les économies les plus dynamiques du continent africain. Les recettes publiques confirment cette tendance positive. Entre janvier et août 2025, elles ont atteint 18 110 milliards de francs congolais, soit 98% des prévisions. Un taux d'exécution remarquable qui témoigne d'une amélioration de la collecte fiscale. La coopération internationale se renforce également. Le portefeuille avec la Banque africaine de développement atteint désormais 6 milliards de dollars, incluant notamment un programme agricole de 540 millions de dollars destiné à moderniser le secteur primaire. Mais ces performances masquent des défis structurels profonds. Au 25 septembre 2025, l'exécution du plan de trésorerie de l'État en cumul annuel affichait un déficit de 1,2 milliard de dollars. Ce chiffre s'explique largement par les dépenses sécuritaires massives nécessaires pour contrer l'offensive du M23 dans l'Est. Le déficit public est passé de 0,8% à 1,6% du PIB, une dérive directement imputable à l'effort de guerre. La première ministre Judith Suminwa a identifié la préoccupation majeure du gouvernement. La masse salariale de la fonction publique dépasse désormais 50% des recettes courantes. Cette situation étouffe la capacité d'investissement de l'État et fragilise dangereusement les finances publiques. En réponse, une stratégie de contrôle rigoureux des effectifs a été lancée pour éliminer les doublons et sureffectifs en attendant une nouvelle politique salariale. Un enjeu crucial pour la soutenabilité des performances économiques actuelles. Ces succès économiques contrastent dramatiquement avec la situation sécuritaire dans l'Est. Cette semaine, un nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, publié le 2 octobre, documente avec une précision glaçante les violations massives des droits humains dans les zones contrôlées par le M23. Les chiffres sont accablants. Au moins 1454 personnes ont été arrêtées arbitrairement et emmenées de force dans des camps d'entraînement militaires. Le rapport dénonce également la mise en place d'une administration et d'une justice parallèle dans les territoires occupés. Le massacre le plus tragique s'est déroulé dans la chefferie de Bouicha entre le 9 et le 28 juillet. Cette opération
a causé la mort d'au moins 335 civils, dont 52 femmes et 24 enfants. L'une des opérations les plus meurtrières de ces derniers mois. L'escalade militaire s'est confirmée le 1er octobre à Chanzu, où le M23 a présenté plus de 9000 nouvelles recrues. Leur chef militaire, Sultani Makenga, y a tenu un discours martial, promettant de renverser le régime de Kinshasa. Une démonstration de force inquiétante qui témoigne de la structuration croissante de la rébellion. Face à cette offensive, la riposte des forces congolaises se poursuit. Le 2 octobre, des drones des FARDC ont bombardé des positions du M23 à Buléouza. Sur le plan politique, le président Félix Tshisekedi a adressé le 4 octobre un message direct à la jeunesse de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi et Kalehe, saluant leur courage et promettant la libération prochaine de leurs terres. Symbole de cet enlisement, l'aéroport de Goma reste fermé depuis 8 mois. Selon Bintou Keita, chef de la MONUSCO, cette fermeture bloque les rotations de contingents et les approvisionnements. L'aéroport, aujourd'hui envahi par les herbes et jonché de débris militaires, ne permet plus à la mission de paix d'assurer pleinement son mandat de protection des populations civiles. Sa paralysie bloque également l'économie régionale et les voyages. L'instabilité s'étend au-delà du Nord Kivu. Dans la province de Tshopo, de nouveaux affrontements opposent les FARDC et les groupes d'autodéfense Wazalendo contre des groupes armés à seulement 9 km de Bafoussende. Cette extension géographique des violences inquiète les autorités et révèle la fragmentation croissante du paysage sécuritaire. Face à cette crise sécuritaire, la diplomatie congolaise multiplie les initiatives. Le 2 octobre, la 3e réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix RDC-Rwanda s'est tenue à Washington, un cadre crucial pour la résolution du conflit. Le comité a reconnu avec lucidité les obstacles persistants à la mise en œuvre de l'accord, notamment concernant 2 points cruciaux, la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda et le désengagement effectif des forces rwandaises du territoire congolais. Néanmoins, des avancées concrètes méritent d'être soulignées. L'accord d'échange de prisonniers entre les 2 pays a été finalisé. Les négociations de Doha, suspendues depuis plusieurs semaines, doivent reprendre dès la semaine du 6 octobre. Un mécanisme d'échange de prisonniers a été validé, offrant une lueur diplomatique dans ce contexte tendu. Au niveau multilatéral, l'ambassadeur congolais Zeno Mukongo Nkai a plaidé devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application stricte de la résolution 2773 adoptée en février 2025. Cette résolution exige le retrait du M23 des territoires occupés. Kinshasa demande une action urgente de la communauté internationale face à la détérioration de la situation dans l'Est. Bintou Keita a d'ailleurs dénoncé le 30 septembre le décalage flagrant entre les décisions diplomatiques et la réalité sur le terrain. Malgré la résolution 2773, Goma et Bukavu restent sous occupation. Cette asymétrie entre la diplomatie et la réalité militaire reste le principal obstacle à une résolution durable du conflit. La diplomatie bilatérale reste active. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a représenté le président Tshisekedi à Blantyre le 4 octobre, poursuivant les efforts de dialogue régional avec le Malawi et d'autres partenaires africains. La dimension humanitaire de cette crise atteint des niveaux alarmants. L'Organisation mondiale de la santé tire cette semaine la sonnette d'alarme sur une situation sanitaire dramatique qui se détériore rapidement. Les conflits armés aggravent dangereusement la propagation de plusieurs épidémies. Choléra, variole du singe, paludisme et tuberculose se propagent dans des populations déplacées et vulnérables. Les infrastructures de santé ont été détruites ou pillées, privant des milliers de personnes de soins essentiels. Les déplacements massifs de population favorisent la propagation de ces maladies dans des conditions d'hygiène précaires. Dans ce contexte dramatique, l'annonce de Médecins sans frontières résonne comme un signal d'alarme supplémentaire. L'organisation humanitaire a décidé de fermer anticipativement fin octobre 2025 son projet à Salamabila, dans la province du Maniema, après 7 ans d'activité ininterrompue. Cette décision intervient dans un contexte de chute drastique des financements internationaux, notamment américains. Le plan de réponse humanitaire pour la RDC n'est financé qu'à 15%,
un niveau dramatiquement insuffisant face aux besoins croissants. Le travail accompli par MSF illustre l'ampleur du drame. Depuis 2019, l'organisation a pris en charge 16 445 survivantes de violences sexuelles dans cette seule région. Ces chiffres révèlent l'étendue d'un drame humain, souvent invisible dans les médias internationaux. La question des violences sexuelles comme arme de guerre reste au cœur des préoccupations internationales. La duchesse d'Édimbourg a effectué cette semaine une visite de 4 jours en RDC, achevée le 4 octobre. Reçue par le président Tshisekedi, elle a axé son entretien sur le sort des femmes victimes de ces violences. Sa visite coïncide avec le 25e anniversaire de la résolution 11325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Le lien direct entre le déficit budgétaire et cette catastrophe humanitaire est évident. Les 1,2 milliard de dollars de déficit, largement imputables aux dépenses sécuritaires, laissent peu de marge pour l'urgence humanitaire. L'État congolais se trouve face à un choix impossible, financer la guerre ou sauver les populations civiles. La vie en RDC révèle un contraste saisissant entre la défaillance des services de base et la projection d'un futur technologique ambitieux. La sécurité fluviale illustre cette réalité tragique. Après une série de naufrages qui ont causé la mort d'environ 200 personnes en septembre dans la seule province de l'Équateur, le président Tshisekedi a exigé du gouvernement un renforcement immédiat des mesures de sécurité sur les voies fluviales. Ces cours d'eau constituent des artères vitales pour un pays aux infrastructures routières limitées. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures, l'installation obligatoire de traceurs GPS sur les bateaux, la fermeture des ports clandestins et un renforcement de l'interdiction de naviguer la nuit. Des mesures nécessaires pour un problème récurrent qui coûte des centaines de vies chaque année. Dans le même temps, le président Tshisekedi a réaffirmé cette semaine son ambition de faire de la RDC un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030. Le projet DRC Digital Nation 2030 prévoit un investissement d'1 milliard de dollars du Trésor public entre 2026 et 2030. Le plan s'articule autour de 4 piliers. Infrastructure numérique, avec l'ambition de connecter 25 millions de Congolais encore hors réseau. Services publics digitalisés, formation aux nouvelles technologies et cybersécurité. Une vision radicalement tournée vers l'avenir qui tranche avec les réalités du terrain. Cette ambition se heurte aux contradictions du présent. Des infrastructures vitales comme l'aéroport de Goma sont hors service depuis 8 mois. Des citoyens périssent par manque de régulation des transports de base. Cette tension permanente entre l'urgence du présent et la vision de l'avenir définit aujourd'hui la trajectoire du Congo. Cette semaine révèle avec une acuité particulière le paradoxe fondamental de la République démocratique du Congo. D'un côté, nous observons des performances économiques remarquables, inflation maîtrisée, ramenée de 22% à des niveaux acceptables, croissance de 6,5% dépassant les prévisions internationales, stabilisation monétaire spectaculaire avec une appréciation de 9,1% du franc congolais, amélioration de la collecte fiscale atteignant 98% des prévisions. Ces résultats témoignent d'une capacité de gouvernance économique que peu d'observateurs anticipaient. Le gouvernement souminois, sous l'impulsion du président Tshisekedi, démontre qu'une gestion macroéconomique efficace reste envisageable même dans un contexte de crise sécuritaire. De l'autre côté, la crise dans l'Est atteint une gravité extrême. Les violations des droits humains documentées par l'ONU, avec 335 civils massacrés et plus de 1400 personnes enrôlées de force, révèlent la brutalité du conflit. L'extension géographique des violences vers la province de Chopo et l'effondrement des services de base témoignent des limites des solutions purement diplomatiques. Le décalage pointé par Bintou Keïta entre les résolutions du Conseil de sécurité et la réalité sur le terrain illustre l'impuissance relative de la communauté internationale. 8 mois après la fermeture de l'aéroport de Goma, aucune solution concrète n'émerge. Cette dualité illustre un défi plus large pour de nombreux pays africains. Comment maintenir la stabilité et le développement économique quand une partie du territoire échappe au contrôle de l'État? La RDC nous montre que croissance économique et conflits régionaux peuvent coexister. Mais cette coexistence reste fragile et socialement insoutenable. Le retrait de MSF, directement lié à l'effondrement des financements internationaux,
symbolise cette fragilité. Le plan de réponse humanitaire, financé à seulement 15%, révèle un désengagement international alarmant, alors même que les besoins explosent. La semaine écoulée confirme que la RDC se trouve à un tournant historique. Les fondations économiques se consolident, mais l'édifice reste menacé par l'instabilité sécuritaire et l'urgence humanitaire. L'enjeu des prochains mois sera de transformer cette croissance économique en facteur de stabilisation politique et sociale. Les 1,2 milliard de dollars de déficit budgétaire, largement imputable aux dépenses sécuritaires, révèlent le coût réel de cette guerre. Un coût qui se traduit directement par l'incapacité de l'État à financer les services de base et à répondre à la catastrophe humanitaire. Nous terminons ce tour d'horizon complet de la République démocratique du Congo, cette nation qui cristallise les défis et les espoirs de l'Afrique contemporaine. Entre performances économiques encourageantes et crises humanitaires dramatiques, la RDC nous rappelle la complexité des enjeux africains, trop souvent simplifiés par les médias internationaux. Inside News continuera de vous informer sur ces régions négligées, car comprendre la RDC, c'est mieux appréhender les dynamiques qui façonnent notre monde interconnecté. Ces 100 millions de Congolais méritent notre attention constante, au-delà des cycles médiatiques éphémères. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. Bon voyage à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Inside News, votre fenêtre sur l'actualité mondiale approfondie.